Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On l'a vu ces derniers jours en France et en Pays de la Loire, inondations, tempêtes, l'hiver est bien là, mais on le sait, ces aléas climatiques seront de plus en plus fréquents. Dans cette campagne des municipales, après avoir parlé logement et sécurité, on va donc se demander ce que peut faire le maire face au changement climatique. Loin du greenwashing, le maire, de gauche comme de droite d'ailleurs, est souvent en première ligne. Alors est-ce que c'est lui, finalement, le premier écolo de France? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mes invités dans Dimanche en politique. Et il y a justement un maire, ou plutôt un ancien maire sur ce plateau. Bonjour Gilles Grimaud. Bonjour. Vous êtes donc l'ancien maire de Segré en Anjou Bleu dans le Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, pour quelques semaines encore, président d'Anjou Bleu Communauté. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir été le premier écolo de France pendant vos mandats, notamment vos mandats de maire? Alors, au début, peut-être pas. Mais quand je regarde les programmes des différents mandats, progressivement, effectivement, je pense qu'on y est allé. Vous avez pu faire beaucoup? Suffisamment? On n'a sans doute pas fait beaucoup, sans doute pas fait suffisamment, mais on a fait. Je me rappelle qu'on a fait l'agenda 21 au mandat 2008, et puis que depuis, on a quand même beaucoup travaillé sur les mobilités, sur comment dirais-je, l'adaptation des bâtiments et aussi dans la conception des lotissements et des zones d'activité. Et on va voir tout ce qui est dans l'arsenal des pouvoirs du maire dans cette émission. Antoine Charlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, secrétaire général du GIEC Pays de la Loire. Vous êtes ingénieur de formation. Vous travaillez donc sur ce changement climatique. Vous voyez quelque part cette vague arriver. Est-ce que selon vous, les maires, ils sont prêts? Est-ce qu'ils peuvent faire face? Alors, en effet, ils sont prêts, ils sont en tout cas de plus en plus prêts. Aujourd'hui, 3/4 des candidats au municipal ont décidé d'intégrer la prévention et l'adaptation au changement climatique, ce qui est nouveau par rapport à la campagne, dans leur campagne, dans leur programme, ce qui est nouveau par rapport à l'élection précédente. Et ils sont particulièrement attendus sur ce sujet-là, puisque nous le verrons probablement dans l'émission, mais les citoyens sont très attachés à ce que le maire puisse agir, en particulier sur des préoccupations du quotidien, la végétalisation des centres-bourgs, l'alimentation dans les cantines, le partage de la voirie également entre le piéton qui aspire à beaucoup plus de sécurité dans ses déplacements, la place du vélo et bien évidemment la cohabitation avec les véhicules motorisés. Ouais, les attentes sont de plus en plus fortes. Arnaud Chapalin, bonjour. Bonjour. Vous êtes citoyen nantais, vous êtes shifter, c'est-à-dire que vous faites partie d'une association, un laboratoire d'idées en quelque sorte sur l'atténuation du changement climatique. Et vous faites un peu du conseil aux candidats, qu'ils soient de gauche comme de droite d'ailleurs, dans cette campagne sur la question du changement climatique. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les candidats? Ils sont un peu perdus? Ils sont prêts? Oui, en effet, je représente les Shifters. On est une grosse association de plus de 20 000 personnes à l'échelle française. Et en fait, on pousse pour représenter les travaux du Shift Project, dont le but, c'est de... Autour de Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui le connaissent. Voilà, entre autres. Et donc, le but, c'est de décarboner la France. Donc, ça parle d'atténuation au changement climatique. Et donc, en effet, on est sollicité, on a mis en place justement un groupe de travail pour aller au-devant des maires et leur faire de la sensibilisation quand ils le demandent, les accompagner là-dessus. En fait, on voit qu'on a beaucoup de demandes là-dessus. Donc, d'ici les municipales, on aura fait une dizaine de sensibilisations et peut-être aussi de l'accompagnement qui sera prévu après ces municipales. Alors il y a un chiffre sur lequel je voudrais vous faire réagir parce qu'il m'a étonné quand même, un sondage Odoxa pour nous, pour ici, à cette question, mon maire en fait-il assez pour le climat? Regardez, 77% répondent non. C'est assez violent quand même comme constat. Est-ce que Gilles Grimaud, vous qui avez été maire, ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas parce que quand on interroge la population, je ne suis pas sûr que la population soit toujours bien informée ou prenne conscience de ce qui est réalisé. Maintenant, qu'on soit sûrement en déficit par rapport à ce qu'elle entend, je l'entends aussi. Alors justement, on est allé vous poser la question, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on parle assez du climat, par exemple, dans cette campagne? Quelles sont éventuellement vos propositions? On vous a posé la question du côté d'Angers et de Chalonnes, dans le Maine-et-Loire. C'est devenu un peu un prétexte pour gagner des voix, je trouve, pour certains. Genre, j'en parle pour dire que j'en parle.
Ici, on est dans une région rurale, donc il y a la pression des agriculteurs. Moi-même, j'ai travaillé dans l'agriculture, donc je connais la question. Donc je peux comprendre aussi cette hésitation des agriculteurs. Quand on est trop écolo, je vois nous là, il y a des arbres, il ne faut pas y toucher, alors qu'il faudrait, avant qu'ils tombent sur les voitures. Plus d'espace vert, on va dire, ce serait pas mal. Même des fois, avec des endroits, on voit dans des communes, ils ont fait des forêts, on va dire, un peu... des petites forêts, on va dire, où ils ont planté des arbres. Donc pour se balader, c'est très bien. Donc, réduire le béton, évidemment, donc tout ce qui est les pavés, tout ça, de plus créer de la respiration, du souffle. Pensez notamment aux architectures africaines où il y a vraiment des espèces de cheminées d'air frais en fait, qui sont construites là-bas pour permettre en fait, à la ville de respirer. Donc c'est vrai, des sujets comme ça, effectivement, ça serait essentiel. Ouais. Voilà, quelques propositions déjà, et puis cette écologie du quotidien, quelque part, qui intéresse. Je voudrais savoir peut-être d'abord d'où on part avec vous, Antoine Charlot. On va jeter un œil à ce sondage, toujours ce sondage Odoxa. Que dit la population sur son ressenti des risques climatiques d'abord dans notre région? Regardez, à 70%, les Ligériens sont conscients du risque de canicule, au même niveau à peu près que la sécheresse et les pénuries d'eau. On en parle régulièrement, quasiment chaque année maintenant. Viennent ensuite les tempêtes à 60% et le risque d'inondation à 50%. Si on reprend un petit peu ces principaux risques, on pourrait aussi évoquer l'érosion du littoral, le recul du trait de côte qu'on documente beaucoup, mais peut-être d'abord sur les fortes chaleurs. Ça va concerner absolument tout le monde dans la région dans les années à venir. Alors tout à fait. Déjà, il faut comprendre que le réchauffement climatique, il est mondial. Alors évidemment, il a une répercussion en Pays de la Loire, puisque nous avons déjà gagné 1,7 degré depuis 1960, avec une réelle accélération depuis les années 90. Et ce réchauffement des températures moyennes entraîne mécaniquement une évolution du nombre de canicules. On le voit depuis ces dernières années, des canicules plus précoces, comme en juin 2025, souvenez-vous, une canicule précoce, avec une augmentation aussi de la fréquence des canicules. Il faut savoir que l'année 2022, qui avait été une année un peu exceptionnelle, sera la norme chaque année dans les 10 prochaines années sur le territoire des Pays de la Loire. Et puis enfin, des canicules plus intenses également. Il faut savoir que le nombre de journées à plus de 35 degrés va être multiplié par 4 d'ici à 2030. Donc on voit bien, et d'ailleurs le sondage le montre bien, que les habitants sont de plus en plus amenés à être confrontés à des canicules. On pourrait avoir un climat quasiment méditerranéen qui va venir progressivement. Oui, on dit souvent que des villes comme Angers auront le climat du Portugal. Donc on voit bien que tout ça, évidemment, interpelle. Et par rapport au sondage que vous avez montré, ce qui est intéressant également, c'est de montrer que 59%, quasiment 60% des habitants en Pays de la Loire estiment que nous ne sommes pas préparés face à ces évolutions climatiques, en particulier sur les canicules, mais c'est aussi le cas pour les inondations, par exemple. Oui, justement, c'est les inondations, il y en a eu encore quelques-unes, moins graves que l'année dernière, cette semaine. On peut regarder une carte qui vient du GIEC Pays de la Loire, avec, donc ça, ce sont les chaleurs, l'évolution des températures. Si on ne fait rien en bas, vous verrez que les températures vont augmenter de manière assez intense. Ça, ce sont donc les inondations, plusieurs zones jugées à risque aussi dans notre région. Tout à fait. Alors, 6 zones particulièrement à risque en raison des précipitations qui peuvent être beaucoup plus intenses en période hivernale et qui vont tomber sur des sols secs ou des sols dits artificialisés, c'est-à-dire l'étalement urbain fait que l'eau ne s'infiltre plus dans les sols, va ruisseler et donc un certain nombre de zones, je pense à la vallée d'Authion, mais aussi à la Vilaine, en particulier à Redon, qui est souvent illustré lorsqu'il y a des inondations dans ce territoire. Et alors ça, je crois que c'est Saint-Aubin-du-Pavoil. C'est Saint-Aubin-du-Pavoil. Donc c'est chez vous, c'est à Segré. Moi, je voudrais ajouter aussi que ce que l'on remarque maintenant, de plus en plus, c'est que nous avons des inondations d'été. Au mois de juin, ce que nous n'avions jamais connu précédemment, et qui nous pose d'ailleurs des problèmes parce que nous sommes adaptés aux inondations hivernales avec des mesures prises, oui, mais qui ne peuvent pas s'appliquer l'été. Et c'est un gros Alors problème. vous êtes à Segré dans un pays qui est très concerné par ces inondations, avec l'Oudon qui déborde régulièrement. Oui. Il y a cette habitude, mais néanmoins, qu'est-ce que vous avez pu faire en tant que maire face à ce sujet des inondations ? Sur les inondations, nous avons fait un plan de lutte contre les inondations qui a été appliqué à partir de 2004. Alors vous savez, c'est très... Ça, c'est le maire, c'est pas le préfet qui s'en charge.
Non, c'est une initiative vraiment des élus locaux. Le maire peut faire ça. Et alors, pas que le maire. Le maire n'est pas tout seul dans ce genre de choses. Vous aviez des syndicats de rivières. Il a fallu faire fusionner 17 syndicats de rivières. Nous sommes sur 2 départements. Il a fallu fusionner la partie nord, la partie sud, créer un syndicat pour faire un syndicat de lutte contre les inondations, et puis ensuite développer un plan de lutte contre les inondations. Ça veut dire changer aussi l'urbanisme, dire dans certains quartiers, je signe plus de permis de construire parce que c'est trop exposé. Alors ça, c'est pas forcément nous, parce que c'est le pouvoir du maire de signer les permis de construire. D'abord, vous avez dans des sites comme les nôtres ce que l'on appelle des PPRI. Les PPRI sont prescrits par le préfet. Alors PPRI, c'est un plan de prévention des risques, voilà. Et à l'intérieur de ce qui a été dessiné, vous ne pouvez plus délivrer de permis de construire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette application, si vous voulez, de plan de lutte contre les inondations, c'est un travail énorme et c'est une volonté politique locale. Et vous aviez les connaissances pour le faire? Quand on est maire, parfois même d'une petite commune, il faut gérer les inondations, on débarque un peu quand même. J'étais kinésithérapeute et non, je n'étais pas préparé à ça. Mais enfin, on a des collaborateurs, on se forme, on s'informe, et voilà. Et c'est aussi l'objectif des shifters de travailler à la sensibilisation sur ces sujets-là, à ce qu'on appelle la culture du risque. C'est le rôle du maire aussi de prévenir, de prévoir et donc de faire diffuser cette culture du risque sur le territoire. Oui, tout à fait. La partie sensibilisation, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. En fait, on a donc un sondage qui a été réalisé par l'association du Shift Project concernant les maires de France par rapport aux enjeux qui va sortir dans quelques jours. Voilà, tout à fait. Donc, auxquels ont répondu 3000 élus, dont 1000 maires. Et en fait, ils montrent bien qu'en effet, il y a une grosse préoccupation à la fois des maires, mais aussi beaucoup, comme on a pu le voir dans le reportage, des citoyens vis-à-vis de ces choses, qui attendent justement du maire qui fasse quelque chose. Et là-dessus, souvent, les maires, notamment des petites communes, nous disent qu'il y a des problématiques de moyens, notamment pour réussir à se mettre à jour sur ce genre de choses. Et de compétences techniques, c'est-à-dire qu'il faut les équipes de techniciens. C'est pas pareil pour Nantes Métropole que pour une commune de 1000 habitants, j'imagine. Non, tout à fait. Souvent, les métropoles, les grandes villes ont beaucoup plus de facilité à justement se préparer à ce genre de sujet et avoir des experts techniques, là où pour les petites communes, c'est beaucoup plus difficile, et c'est notamment là que nous essayons d'intervenir le plus. Et il y a les surfaces financières aussi, parce que quand vous êtes en milieu rural et que vous avez 3000 km, mais 1500 ou 2000 km de rivières, si vous voulez, vous avez un potentiel de population qui n'est pas relativement important, la surface du syndicat n'est pas importante, et il faut vraiment une mobilisation, que ce soit de l'État, de la région ou des départements, pour pouvoir venir en aide pour justement développer ces plans de lutte contre les inondations. Quand on interroge les Français, on se rend compte que le maire est souvent cité comme le premier acteur politique pour les protéger en cas d'aléa climatique, derrière les associations environnementales, mais très loin devant l'État. Ça vous étonne ? Alors ça ne m'étonne pas, parce que le maire reste quand même l'échelon de proximité des habitants. On l'a montré à travers le reportage. Je trouve que les exemples qui ont été donnés par le maire sont édifiants. Aujourd'hui, quand on a une problématique, quelle qu'elle soit, et en particulier sur l'environnement, c'est bien le maire qu'on va voir. Pour autant, les responsabilités sont partagées. On l'a bien vu à travers ces exemples, la nécessité de faire coopérer les services de l'État, les collectivités locales, mais aussi les habitants et l'ensemble des acteurs du territoire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on prend les émissions de gaz à effet de serre, les collectivités ne sont responsables que de 20% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc 80% des émissions restantes sont bien liées à la capacité des habitants, des entreprises de pouvoir agir sur ces questions-là. Et donc c'est la même chose sur l'adaptation au changement climatique. Si on veut que nos territoires soient résilients par rapport à cette question-là, il faut embarquer l'ensemble des acteurs. Donc ça pose la question de la culture du risque et donc de la formation des élus, mais aussi de la culture du risque et de la formation des habitants. Combien de personnes continuent aujourd'hui d'aller courir en période de canicule ou ne font pas attention à leur situation hydrique? Combien de personnes continuent d'aller voir leur véhicule en sous-sol lors des périodes d'inondation? C'est un vrai sujet de société. Et d'éducation. Et d'éducation, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, il faut savoir que 60% des écoles en Pays de la Loire vont avoir des températures à plus de 35 degrés d'ici les 10 prochaines années. On voit bien que dès le plus jeune âge, il faut que les enfants soient sensibilisés à cette question. Et alors justement, très concrètement, le maire, donc il peut protéger, mais il peut aussi agir pour faire sa part face aux
au changement climatique. Qu'en disent les candidats aux municipales? On est allé voir à Sablé-sur-Sarthe. C'est Nathan Vildy et Benjamin Bonte qui nous y emmènent. Sablé-sur-Sarthe, 12 000 habitants. Cette commune de taille moyenne doit, comme beaucoup d'autres, faire face à des risques liés au changement climatique. Mais lors des municipales, les propositions en matière d'écologie ont parfois du mal à s'imposer. Selon un sondage de l'association Réseau Action Climat, 52% des Français estiment que leur commune est mal préparée aux conséquences du changement climatique. Alors nous sommes allés à la rencontre des 4 candidats à la mairie de Sablé-sur-Sarthe pour leur demander leurs mesures en la matière, à commencer par le maire sortant, Nicolas Ledière. Élu pour la première fois en 2020, Nicolas Ledière défend son bilan. Beaucoup de bâtiments à Sablé ont plus de 40 ans. Là, on est sur le site de l'école Saint-Exupéry. Alors, cette école est des années 70. On a décidé en fait de la rénover. Avec ce travail, en fait, on va économiser jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Et puis, l'autre enjeu, ça a été les mobilités. On a passé le bus gratuit avec une progression de fréquentation du bus de 157% dès qu'on l'a mis gratuit. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient de l'urgence et qu'il faut agir. Pour certains de ses concurrents, le maire sortant n'est pas allé assez loin. Selon Fabrice Brivin, à la tête d'une liste de gauche, ce parking du centre-ville pourrait être remplacé par des logements vertueux. C'est un parking quand même qui est sous-utilisé. On peut penser à une végétalisation qui justement permettrait aussi d'avoir un îlot de fraîcheur ici. La végétalisation aujourd'hui pour nous, c'est quelque chose qui est important et qui doit se penser comme une infrastructure à part entière. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, il faut penser végétalisation. C'est pas faire un petit parc ici, une petite végétation ici. C'est vraiment que tout doit se penser de cette manière-là et il faut penser à tous les quartiers. Végétaliser, une proposition de campagne aussi de Franck Desgranges du Rassemblement national, qui ne met pas sur la touche non plus l'écologie. On envisage sur 5 ans de planter une centaine d'arbres et d'implanter des 5 îlots de fraîcheur pour faire face un petit peu à la canicule. On envisage d'augmenter le nombre de pistes cyclables, implanter à peu près une 50aine de parkings pour les vélos avec des arceaux correspondants. Alors on ne veut pas d'écologie punitive avec des taxes ou des interdictions dogmatives, mais on veut plutôt une écologie du bon sens. L'écologie, un thème inévitable mais parfois sous-jacent, c'est le cas pour Benoît Nicolardo. La mesure, si je suis maire, que nous prendrons en matière d'écologie, ce serait de mettre en place un système d'éclairage intelligent avec un déclenchement automatique pour les Saboliens et principalement pour les travailleurs qui aujourd'hui sont obligés de se rendre au travail avec soit une lampe frontale, soit leur téléphone portable. Ça va permettre aussi de faire des économies, mais ce n'est pas une écologie pour l'écologie, c'est une écologie au service des personnes. Priorité ou non de campagne, des actions semblent nécessaires pour essayer d'enrayer le réchauffement climatique. Car selon le GIEC, ici même à Sablé-sur-Sarthe, si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la température annuelle moyenne pourrait augmenter de près de 4 degrés à l'horizon 2085. Voilà, Sablé-sur-Sarthe, une commune exposée comme beaucoup de communes dans notre région et en France. Et il y a pas mal de propositions dans ce reportage. Si on les prend dans l'ordre, la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce que c'est ça la priorité? C'est ça que vous préconisez notamment aux candidats, aux élus que vous rencontrez? En tout cas, c'est une des choses très importantes qui est à prendre en compte. Donc, je n'irais pas dire que... le logement à l'échelle nationale, c'est l'un des plus gros postes d'émission. Donc, en effet, c'est quelque chose de très intéressant à faire. D'ailleurs, on voit dans le sondage dont je parlais que c'est quelque chose dont souvent les maires s'orientent sur ce genre de sujet qui est très attendu par les citoyens. Et en effet, pour nous, c'est aussi très important parce qu'il y a une notion de co-bénéfice dans le sens où ça va aussi permettre aux citoyens de faire des économies d'énergie, plus de confort. Mais ça, le maire, est-ce qu'il peut aider aussi les particuliers ou ça, c'est le rôle de l'État? Vous avez pu, vous, Gilles Grimaud, aider les particuliers à rénover chez eux? Oui, tout à fait, parce que nous avons des opérations de rénovation de l'habitat et dans lesquelles, effectivement, les propriétaires peuvent bénéficier d'aide s'ils réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat. Ça, le maire peut le faire. La collectivité
d'un point de vue réglementaire, elle doit aussi faire des efforts, notamment cette réglementation sur le tertiaire, donc une baisse de 60% de la consommation des bâtiments tertiaires à l'horizon 2050. C'est un effort important. Ça, c'est une obligation. Oui, et je pense que c'est une des priorités maintenant dans les programmes municipaux, enfin dans les actions municipales en tout cas, de travailler sur les bâtiments municipaux. Et ça porte ses fruits, c'est vraiment là-dessus que le calcul coût-avantage est important pour un maire ? Oui, alors ce qu'il faut comprendre sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est que 2 tiers sont liés à la consommation d'énergie. L'énergie qu'on met dans nos logements, l'énergie qu'on met dans nos véhicules, l'énergie qu'on met dans notre industrie. Donc c'est vrai que la question du logement, elle est évidemment centrale. Après, on va clairement pas assez loin. En Pays de la Loire, pour vous donner un chiffre, c'est 30 000 logements réhabilités par an. Là, il en faudrait 300 000 pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Et donc ça, de le maire, réduction qu'est-ce des qu'il peut émissions faire ? Le maire, il peut surtout accompagner. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est l'écologie de proximité, c'est-à-dire la capacité à aller convaincre les habitants de faire des rénovations groupées et pas uniquement de changer la chaudière ou la porte ou la fenêtre. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est d'engager une éducation, là encore, on y revient, de veiller à pouvoir apporter un dispositif de financement. Il y a des plateformes territoriales de rénovation énergétique qui sont mises en place à l'échelle des intercommunalités. Et mettre des obligations dans les permis de construire aussi, ça, alors, il peut le faire on peut ou pas ? aussi, alors sur des opérations programmées de l'habitat, on peut sur certains bâtiments obliger le propriétaire à rénover son logement, alors plutôt sur du bâtiment de grande taille et notamment sur des opérations de centre-ville pour améliorer aussi l'intégration paysagère des bâtiments. Je voudrais qu'on prenne très rapidement les autres mesures à sabler là. Le transport en commun gratuit, on en parle beaucoup dans cette campagne. Fausse bonne idée, ça marche ? Alors oui, ça marche. Force est de constater que ça marche, y compris à une échelle comme Sablé. Ça marche dans des villes plus sur un plan plus environnemental. grandes. Alors sur le plan environnemental, oui, ça marche parce que ça incite des personnes qui n'avaient pas l'habitude de prendre le transport collectif de le prendre, parce que parfois il y a un frein. Pour autant, c'est vrai que dans un contexte budgétaire des collectivités un peu contraint, c'est un peu compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, avant même d'envisager du transport public gratuit, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion que portent d'ailleurs un certain nombre de collectivités du partage du véhicule. Donc on voit beaucoup plus d'autopartage, de covoiturage qui sont mis en place avec des plateformes qui sont mises en place à l'échelle des mairies et qui portent leurs fruits. À Segré, vous ne l'aviez pas mis en place, vous y avez pensé, les transports en commun gratuits ou... Nous n'avons pas de transport en commun. Pas trop, alors au moins la question est réglée. Une agglomération qui est trop petite. D'ailleurs, par rapport au rôle du maire dans ces sujets, une chose qu'on recommande, c'est souvent d'aller dédier, si possible, une personne à tous ces sujets, parce qu'en fait, on se rend compte que les solutions d'un territoire à l'autre ne vont pas toujours être les mêmes. Et donc, en fait, la première chose à faire, ça serait déjà de faire un audit vis-à-vis de toutes ces problématiques. Savoir d'où on part. Exactement, pour savoir quels sont les enjeux qui ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre. Je reviens chez vous, donc pas de transport en commun. Est-ce que, par contre, des îlots de chaleur, vous en avez, j'imagine ? Est-ce que vous avez mis en place des solutions pour essayer de lutter contre les canicules, notamment en ville ? Oui, alors c'est vrai qu'on a vu une évolution dans la conception de l'urbanisation et que on végétalise de plus en plus en faisant aussi attention, en travaillant sur la qualité du végétal aussi, parce qu'il ne faut pas végétaliser et puis utiliser trop d'eau, si vous voulez. Donc oui, effectivement. Et donc ça, c'est une bonne idée. Et dernier point, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt, l'éclairage, ne pas le laisser tout le temps, mais avoir un système de détection. Je crois que c'était le cas chez vous. Nous, on l'utilise. On a une voie verte qui relie le nord et le sud de la ville sur une ancienne voie ferrée une voie vélo et qui dessert les zones d'activité. Et on peut le généraliser, ça, au-delà des voies vélo, l'éclairage sur demande. L'éclairage public en centre-ville, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais il y a un effort aussi qui est fait dans la gestion donc, de l'éclairage public, puisque maintenant on doit éteindre à peu près l'éclairage à 22 heures, en sachant quand même que ça pose aussi quelques problèmes de sécurité. C'est un poste important, l'éclairage public, en termes de consommation énergétique. C'est 47% des consommations d'électricité des communes en moyenne en France. Donc on voit bien que ça peut avoir aussi des effets sur les budgets des collectivités. Donc c'est une bonne idée, ça, une sorte de co-bénéfice entre un bénéfice environnemental et un bénéfice sur le budget. Mais il y a des problèmes d'acceptation. Donc là aussi, il faut amener la population à accepter d'avoir un éclairage qui se termine à 22 heures. Et bien justement, il nous reste quelques minutes, mais je voudrais regarder avec vous ces priorités des Français en matière environnementale. 67% demandent plus de nature en ville, on en a parlé. 42% plus de sobriété énergétique, on est dans le vrai là aussi. Et 41% plus de mobilité durable. Partant de ce constat-là, les
uns les autres. Quels sont, selon vous, non pas ce que peut faire le maire, mais ce qu'il doit absolument faire aujourd'hui en 2026 s'il veut être un peu crédible dans une élection municipale, Antoine Charlot? Il y a plusieurs leviers, dont ceux qui sont exposés ici. Moi, je pense que les éléments de végétalisation, là, on l'a dit, de l'espace urbain, des centres-bourgs, des quartiers prioritaires, y compris en milieu urbain, la végétalisation des cours d'école aussi, c'est une attente très à la mode, ça marche? Alors, c'est très à la mode, ça fonctionne, oui, parce que ça permet de ramener de la fraîcheur, mais aussi de veiller à désimperméabiliser les sols. Quand on a énormément de ruissellement de l'eau, ça permet à l'eau de rentrer dans les sols. Donc ça marche. Et ça marche aussi d'un point de vue éducation des plus jeunes enfants. Donc c'est là aussi des co-bénéfices. Sur la mobilité, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est une préoccupation forte également, et c'est aujourd'hui, dans les territoires, le seul secteur qui n'arrive pas à baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on baisse sur l'énergie, on baisse sur l'agriculture, on baisse dans l'industrie, mais on continue d'augmenter nos émissions sur les transports. Et donc la question de la mobilité, aujourd'hui en Pays de la Loire, on faisait 10 km par jour en 1960, on en fait 53 aujourd'hui en moyenne chaque jour. Il y a de la sobriété aussi individuelle. Donc là aussi, il y a de la sobriété. C'est une question d'aménagement du territoire, ramener des commerces en centre-bourg, etc. Et ça, c'est le rôle du maire aussi. Très rapidement, c'est presque la fin de cette émission. S'il y a une mesure, par exemple, qui vous tiendrait à cœur, vous, les shifters, et qui peut être intéressante dans cette campagne? Moi, je trouve que c'est beaucoup le sujet du bio local. Ça, c'est quelque chose dans les cantines, par exemple. Voilà, les cantines, les EHPAD, enfin toute la restauration collective. Ça, c'est souvent une mesure qui est très appréciée justement des citoyens et qui a un impact qui est vraiment énorme sur justement les émissions de gaz à effet de serre. Agriculture, premier poste des émissions de gaz à effet de serre dans la région. Et je crois qu'il y a certaines municipalités qui font carrément des fermes municipales. Ça peut être aussi dans la boîte à idées. Gilles Grimaud, pour conclure, c'est pareil, une mesure qui... Je pense qu'il y a deux sujets qu'on n'a pas abordés, c'est l'eau et les déchets, et assurer la ressource en eau, ça me paraît important, et puis ensuite travailler aussi nos déchets qui nous posent quelques problèmes. Et je compléterai aussi avec l'évolution des emplois, c'est-à-dire qu'il va aussi y avoir, avec les bouleversements climatiques, des évolutions de quels sont les métiers de demain, et là-dessus, il y a aussi beaucoup de choses que le maire peut faire pour accueillir ou pas certains types de métiers. Antoine Charlot, je vous laisse le mot de la fin. Vous êtes au GIEC Pays de la Loire. Vous êtes confiant sur la capacité des maires là, dans cette campagne où on entendait qu'on ne parle peut-être pas suffisamment de climat? Il y a eu un backlash, un retour en arrière, ou on est encore dans le vrai? Oui, alors en effet, il y a une perception des habitants qui peuvent être un peu mitigés par rapport à ça, mais je vous assure en tout cas que cette question-là, aujourd'hui, elle est au cœur des municipales. Alors je différencierais aujourd'hui ce qui se passe à une échelle nationale ou internationale, dont on voit bien un recul, parfois un déni même qui s'installe sur ces questions-là, de la réalité vécue par les maires, par les habitants, qui est du quotidien désormais. On parle d'inondation, de changement climatique, de mobilité, tout ça c'est du quotidien. Et donc, bien évidemment, les maires sont aujourd'hui investis sur ces sujets. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission de Dimanche en politique. J'espère qu'elle vous aura été utile. La semaine prochaine, vous retrouverez Virginie Charbonneau. Je vous souhaite un très très bon dimanche.